Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Carole. Bonsoir. Merci de m'accueillir et de nous consacrer 1 heure de ton temps. Bonsoir parce qu'il est tard, exceptionnellement, et j'apprécie d'autant plus que tu viens de sortir de France Télévisions, tu viens de faire ton journal et tu nous consacres encore 1 heure de ton temps pour parler et échanger avec les auditeurs de Humain. Comment vas-tu ? Bien, comme quelqu'un qui a fait sa journée de travail avec ses bonnes choses, ses richesses, ses contrariétés, mais heureuse d'avoir produit quelque chose. Je crois que le sens d'une journée, c'est aussi qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on a créé. Et quelque part, un journal, c'est un peu tous les jours créer quelque chose. Oui, alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te représenter ? S'il y en a peut-être encore, sans doute beaucoup connaissent ton visage, mais il y en a sans doute encore qui ne pas forcément. Voilà. Eh bien, écoute, moi, ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis dans le service public à France Télévisions. Je présente tous les soirs le 19-20 à 19h30 sur France 3 du lundi au jeudi, et puis le magazine des Racines et des Ailes, donc de la découverte du patrimoine chez nous. Voilà, depuis 2014. Ouais, bravo. Mais pas que, tu as aussi naturellement une longue expérience de la télé et de la radio. D'ailleurs, ce podcast est un tout petit peu inspiré d'une émission de radio que tu avais faite qui s'appelait Rendez-moi mon portable, que j'avais trouvé extraordinaire. Je ne sais pas si on peut encore trouver les podcasts disponibles, mais enfin, franchement, c'était vraiment très, très sympa. D'aller fouiller dans le portable des autres, voyons, c'était très sympa. Non, mais j'ai trouvé que c'était... L'humour y était, il y avait beaucoup de pertinence, et vraiment, c'était une belle conversation. C'est très plaisant à faire, parce qu'on ne sait jamais où le portable vous mène. Oui, c'est exact. Comment ça se passe la vie d'une journaliste qui présente le journal télévisé tous les soirs de 19h, le 19-20 de France 3 depuis toutes ces années? Et comment ça se passe en fait? Comment tu fais? À la fois, je dis toujours, ma journée est comme je suis un métronome, c'est-à-dire que je suis calibrée avec des horaires très précis, puisqu'il y a un rythme dans une journée d'une rédaction, avec ses conférences de rédaction, ses réunions, les moments d'écriture du journal. Donc d'un côté, c'est très très rythmé, on a l'impression que chaque journée se ressemble, mais le contenu n'est jamais le même. Et même quand on pense l'avoir anticipé, parce qu'on sait ce qu'il y a dans l'agenda, les rendez-vous incontournables de la journée, mais l'actualité est créative, parfois positivement et parfois malheureusement négativement. Donc finalement, toutes mes journées sont à la fois différentes. Elles sont identiques parce qu'elles sont rythmées par des étapes incontournables jusqu'à 19h30 où, quoi qu'il arrive, que tu aies une rage de dents, que tu aies la grippe ou que quoi que ce soit, ou tu as des ennuis perso, il faut que tu sois là et que tu donnes parce que c'est aussi, c'est comme ça que je conçois mon métier, c'est-à-dire avec le plaisir de parler aux gens. Et voilà, donc c'est un mélange des genres. C'est pour ça qu'on me dit des fois, mais tu t'ennuies pas? Non, parce que mon cadre est le même, mais la matière que je mets dans ma boîte est tous les jours différente et je ne la maîtrise pas. Je en maîtrise une partie, c'est-à-dire les choix éditoriaux que tu peux faire, mais je ne maîtrise pas ce que devient le monde, où va le monde, et ce qui va faire l'intérêt du jour et le désintérêt du lendemain et l'oubli très rapide. Mais ça commence de bonne heure, tu commences tôt le matin. Tôt le matin, oui, je suis à la rédaction à 9h du matin. Ça fait des grosses journées. Oui, des grosses journées, avec des amplitudes de concentration et de travail. C'est ce qui a été pour moi le plus difficile à gérer. C'est-à-dire qu'en fait, à 9h, t'es blindé d'énergie, comme tout le monde. Quand on arrive à la machine à café du matin, on a plein d'énergie, plein d'idées. Puis au fur et à mesure de la journée, finalement, notre énergie s'étiole, on a un peu vidé ses accus. Voilà. Sauf qu'à 19h30, il faut être
de nouveau pleinement en forme et vraiment dans la dernière demi-heure d'écriture, il faut être hyper réactif parce que finalement il y a toujours des petites choses à changer. Là j'avais un procès, en dernière minute j'ai appris que finalement la personne qui avait été condamnée ne ferait pas appel, donc il faut le dire parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de recours derrière, etc. et que c'est une condamnation définitive. Donc il y a tout le temps, il faut toujours être en alerte. C'est ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'en fait tu es tout le temps en alerte. C'est comme si tu étais à faire une opération et pendant cette période d'opération, tu ne peux pas te lâcher. Ou tu es dans une salle au théâtre et tu dois faire ta pièce, tu ne peux pas te relâcher. Eh ben, c'est un peu ça. Mon métier, une demi-heure à l'antenne, c'est ça. D'accord. Tu peux pas te relâcher, mais tu as la main sur la ligne éditoriale ou tu dis qu'il y a une ligne éditoriale, mais que l'actualité peut te bouleverser. Tu as des souvenirs comme ça où l'actualité a bouleversé complètement ta journée sans forcément aller dans des détails très précis. Même une demi-heure ou une heure avant le journal. Bien sûr, je me souviens qu'en milieu d'après-midi, un 24 décembre 2004, je m'en souviens très bien, et on a cette dépêche qui dit tsunami, voilà, enfin en tout cas déjà séisme, puis menace de tsunami, etc. Et c'est ce qu'on avait connu avec le désastre terrible qu'on avait connu en Thaïlande, au Sri Lanka et ailleurs. Donc ça c'est un machin, enfin je veux dire, personne, on était le 24, on était un peu tous... C'est avec les sujets de fin d'année, les marronniers de fin d'année qu'on a préparés, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité, parce qu'il n'y a pas de conseil des ministres, parce que la vie économique est un peu sous cloche. Et puis tout à coup, tu as un événement qui vient comme ça. Où je me souviens très bien, j'étais à l'antenne l'été, parce que j'étais joker de David Pujadas, et c'était la canicule de 2003. Oui, bien sûr, voilà, de 2003. Et en fait... on n'a pas tout de suite compris ce qui était en train de se passer, parce que je pense que même les autorités, on se souvient très bien. de Mattei qui était en bras de chemise depuis sa villa dans le sud. Nous-mêmes, on a du mal à mesurer, parce que, comme pour d'ailleurs l'épidémie de Covid, tu te rends compte à quel point, là ça a été une année qui est éprouvante pour tout le monde, et qui a été une vraie, non pas une leçon, mais en tout cas un inédit aussi. Il y a beaucoup de choses inédites depuis 1 an et demi. Pour nous aussi, pour notre métier, ça a été inédit, parce que c'est la première fois, et des anciens me disaient, un peu comme la guerre d'Algérie finalement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure très longtemps, qui implique beaucoup de monde, tout le monde finalement, hein, et avec des informations qui sont celles qui nous viennent des autorités, qui elles-mêmes dépendent des autorités scientifiques, qui elles-mêmes dépendent d'études qui sont forcément décalées. On tâtonne, on ne sait pas bien, on est toujours dépendant de la conférence de presse du soir. Je ne sais pas si tu te souviens de Salomon, tous les soirs à 19h, la litanie des chiffres, terrible. Qu'est-ce que t'en fais ? Comment tu la rends humaine, cette litanie, quand tu lui donnes du sens, quand à un moment donné, elle devient comme une sorte de rythmique. Donc c'est une période qui nous a aussi beaucoup interrogés, vraiment. Et alors, comment justement dans cette période particulière vous gériez l'information, parce que voilà, tu expliquais les changements, il y avait les changements de cap, il y avait les annonces du président, les annonces du Premier ministre, les conférences de presse du jeudi. On a une vraie responsabilité. Enfin, moi, c'est là que tu te remets au cœur du lien et du rôle ou de la fonction que tu as dans la société. Je te parle pas de moi, hein, je te parle de notre métier, comme certains métiers, comme je pense le corps médical a aussi redécouvert toute son importance, ou en tout cas aux yeux des gens, on l'a vu avec les Français qui applaudissaient les soignants. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est rendu compte à quel point on avait une responsabilité dans la transmission, à la fois dans la justesse de la transmission de l'information, que sait-on, d'où vient l'information, et puis après, dans la façon dont on transmet. Et ça, c'était très compliqué. On a senti qu'à un moment donné, nous-mêmes, tous les soirs, à force d'annoncer ce qui était le malheur qui a touché de nombreuses familles, il y a eu un moment donné aussi, on se disait, comment est-ce que là-dedans, on n'a pas aussi cette responsabilité que de trouver du positif ou une lumière au bout du tunnel, parce que c'était intenable pour tout le monde. Et je me rendais bien compte, quand je traversais Paris, j'avais le droit de me déplacer parce que j'allais bosser, mais tout le monde était en télétravail, je me rendais confiné, je me rendais compte à la fois parfois la tristesse sur les visages, je trouvais de l'agacement aussi, une sorte de nervosité et oui, je sais pas, d'agressivité parfois aussi. Et puis, il y avait quelque chose qui nous dépassait totalement, qui nous interroge tous aussi, hein, parce que va falloir à un moment donné qu'on s'interroge pourquoi ce virus, là, maintenant,
pourquoi on n'était pas prêt. Aussi, je trouve, c'est une leçon d'humilité pour l'homme, finalement. Même si on a très bien rebondi et qu'en un an, on a trouvé des vaccins et bravo. Et je comprends qu'il y a encore des Français sceptiques. Mais ce que je veux dire, c'est une période qui remet tous nos fondamentaux en question. Donc, et le politique en premier lieu, mais je trouve que nous, individuellement aussi. Mais je trouve qu'on a fait preuve d'une magnifique, mais nous, l'être humain, je dis, agilité. Et c'était Darwin qui disait que finalement, les espèces qui survivaient, c'était celles qui étaient agiles, celles qui s'adaptaient. Et on a prouvé qu'on s'était encore une fois adapté. Ouais, c'est toujours plein d'espoir. Et je suis assez d'accord. On a eu la même chose avec la couche d'ozone. On a pris et puis souvent les gens sont un petit peu désespérés. Mais je dis finalement, si on regarde aujourd'hui, on trie, on essaie d'avoir des démarches éco-responsables. Il y a quand même de l'espoir, effectivement, dans l'espèce humaine. Et c'est là que je disais que responsabilité, c'est que nous, médias, sans être des bisounours, parce que c'est ça aussi toute la difficulté. C'est-à-dire que si tu essayes d'être positif, on va dire que t'es bisounours, c'est que si tu veux pas critiquer, être un contre-pouvoir, mais en même temps, être un contre-pouvoir pour juste détruire, je suis pas sûre. Moi, c'est pas comme ça que je conçois aussi mon métier. Donc, c'est un équilibre qui est pas simple, qui se bâtit au quotidien. Enfin, c'est une forme, d'alchimie. Et comment tu es à la fois critique. Critique veut dire c'est du positif et du négatif. Moi, c'était un prof qui me disait tout le temps, il faut accepter les critiques, qu'elles soient négatives ou positives. Ouais. C'était vraiment toujours ça. Il y a toujours un pendant, et de quelque chose de négatif, tu peux en faire quelque chose de positif. Donc, comment nous, on essaye d'être un relais constructif. Voilà. Oui. Alors, on va dire, sans être positif, on est constructif. Voilà. C'est la touche éditoriale du 19-20, en fait. Je pense qu'on a tous cette réflexion-là, que je pense aussi, à mon âge, ça fait 25 ans, plus de 25 ans, j'ai commencé, je suis sortie de l'école en 91, ça fait 30 ans, en fait, j'oubliais le temps qui passe très vite. Et je pense qu'aussi, on a l'expérience de la vie, le recul, on a vécu certaines situations, on a vu comment on a réagi, comment le groupe, quand je dis le groupe, c'est-à-dire la rédaction momentée, etc., a réagi. Et puis, on se nourrit, comme dans tout travail. Moi, je crois beaucoup à la transmission, à l'expérience et à la transmission. On apprend beaucoup de choses en école, mais on ne fait rien sans l'expérience, sans se mettre... Par exemple, là, je travaillais avec quelqu'un qui était tout jeune dans un poste qui est très important, qui est un poste de responsable d'édition. C'est un peu comme celui qui mettrait dans une horlogerie, ferait en sorte que tous les rouages aillent bien, d'accord ? Et que t'as beau avoir le plus beau je sais pas comment ça s'appelle, mais de rouage, mais s'il est pas bien imbriqué, s'il est pas assez huilé, si tout est pas bien, ça marche pas, ça va se gripper, et ta montre, elle va tomber en panne. Et lui, c'est un rôle très important, qui est des fois, d'ailleurs, un peu de l'ombre, parfois ingrat. Et il commençait dans son job et il a eu 2-3 merdouilles qui ont vraiment mis en péril techniquement le journal. Et là, hier soir, je lui disais, bon, ça va mieux. Il fait, oui, ça va mieux. Mais je dis, tu vois, il faut en manger du journal. Il faut en manger. Et je lui dis, tu sais, c'est pareil pour moi. On m'a toujours dit, mon premier boss m'a dit, il faut en manger de l'antenne. C'est parce que tu auras vécu dans ton corps, dans tes réflexes, dans ta tête, dans tes souvenirs, dans ce que ça aura pu créer chez toi, une forme de mémoire qui est une mémoire personnelle que tu arriveras à t'adapter en fonction de ce que t'es à une circonstance. Et finalement, c'est quoi ? C'est juste l'expérience et l'expérience de l'âge. Alors, c'est dans tous les métiers, c'est comme ça. Et dans la vie, c'est comme ça aussi, finalement. Et alors justement, je voulais te poser, c'est une question que je voulais te poser plus tard, mais je te la pose maintenant. Comment tu gères la pression de l'antenne ? Parce que c'est une pression particulière. Là, on peut pas se louper, c'est du direct. Alors déjà, il y a une chose, c'est il faut être pas complaisant, mais bienveillant avec soi-même, parce que sinon, tu ne peux pas chasser un journal et bien dormir et repartir frais sur le lendemain. Donc, il faut être bienveillant, se dire ah tiens, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que j'ai fait ? Et comment je la referai plus. Voilà, donc ça déjà, une forme de bienveillance, mais pareil, en essayant de construire. 2, alors ça c'est vraiment le machin, et ça c'est à la fois de l'entraînement comme un sportif, et en même temps, c'est aussi l'aléa du corps et de l'esprit, c'est la concentration. La concentration, elle est vraiment essentielle. Elle est essentielle dans un direct,
parce que c'est le moment, hein, et si tu le captes pas, il est passé et t'as pas la bonne formule, le bon mot, etc. C'est la concentration quand je fais les textes des Racines. J'ai pas de prompteur, donc j'ai rien, donc j'ai écrit des textes, je les mémorise. Là, par exemple, demain, tu vois, je vais aller à une réunion de production, on va bien déterminer que telle et telle séquence on les fait là, et après, je vais faire un travail comme quand j'apprenais mes poésies. Je fais un travail où je vais me mettre, là, tu vois, on est dans mon salon. Je vais fixer, je sais pas, je vois un livre ou une statue et je vais me mettre et je considère que je sais mon texte quand il peut se passer n'importe quoi devant moi, c'est que je l'ai mémorisé. Parce qu'en fait, comme je n'ai pas du tout de feuilles avec moi, que je n'ai rien du tout, il y a quand même des textes, des infos que tu ne peux pas... Bien sûr. Eh bien, il faut que tu les saches, mais en les ayant intégrés. Donc, il faut qu'à la limite, je ne veux plus me poser la question si je les sais. Et c'est un peu comme si tu disais ta poésie, ça a l'air débile. Hein. Mais voilà. Et j'aime beaucoup ça parce que, par exemple, tu vois, demain, je vais aller nager, après ma réunion de prod. Donc, je vais me mettre peut-être 20 minutes avant à bien me dire mon texte. Et quand je vais nager, je me le faire dans la tête. Et en fait, c'est un très bon exercice de mémorisation. Et je me suis rendu compte depuis que je fais ça depuis 4-5 ans, que par exemple je note très peu ce que j'ai à faire, ou bien sûr s'il y a des dates où je me dis là je peux pas rater vraiment cette date si jamais je m'emberle les ficoter dans les dates, mais sinon je ne mets rien. Je savais qu'on avait rendez-vous ce soir ensemble, c'était dans ma tête, j'avais pas noté dans l'agenda. Alors des fois je fais des conneries, hein. Mais fort en fait, heureusement pour bien... moi, il n'y a pas eu de conneries de fête. Non, voilà, j'étais là, avec 5 minutes de retard, mais j'étais là. Et mais en fait, j'aime bien ce qu'on peut faire avec son esprit. Tu sais, quand t'as l'impression que t'as ingurgité quelque chose, que t'en es maître et que voilà, j'aime. En fait, et je suis assez scolaire finalement. Par exemple, je sais pas, ou quand je fais un débat ou pour les sections, je me prends toujours un cahier qui est différent en fonction de l'émission, et je le jette quand j'ai terminé l'émission. Donc je fais comme mon Kleenex. Et je prends des notes. Et j'aime cette lente maturité de noter des choses, de me perdre dedans, d'aller sur Internet, d'aller chercher telle et telle chose. Des fois, je me noie, hein, je pars dans les méandres. Mais j'aime c'est ce que j'aime aussi dans mon métier. Il y a l'urgence du news et ce que je peux faire à côté qui est la balade du contenu, enfin, tu vois, de l'information, de la découverte. Et j'adore pouvoir perdre mon temps. Des fois, je vais lire plus de choses, ça me servira pas. Peut-être que dans 2 mois, d'ailleurs, je les aurai oubliées. Mais j'aime, tu sais, ce côté où tu as une matière et tu dis « Putain, je connais rien là-dessus. » Tu vois, là, en décembre, j'ai fait une émission sur le sida. Je me dis « ça fait longtemps que je me suis plus plongée là-dedans. » Et je me suis plongée là-dedans. Mais tu avais une émission il y a des années en arrière. Oui, qui s'appelait Sidamag. Et à l'époque, effectivement, mais c'était une période où on était vraiment... Pour le coup, on n'intellectualisait pas. C'était la période de la survie. Hein. Oui. On était en 97... vraiment pleinement. Moi, je me rappelle être allée en reportage avec... globalement, j'ai dit au revoir à des gens, enfin, tu vois, et qui avaient vraiment voulu témoigner. C'est une période où on avait peur, et même quand on était à 2 mètres de la personne, il y avait toujours ce côté irrationnel, de cette maladie, et vraiment, il y en a encore, hein, il y a encore malheureusement encore du tabou. Mais on était vraiment là-dedans. Et donc, j'aime travailler une matière que je connais pas. Des fois, je connais rien du tout au sujet. Mais je trouve que c'est ça qui est passionnant. Et ce métier, il m'a toujours passionnée parce que je pense qu'il m'a obligée à... Comment te dire ? Je suis une zappeuse. Peut-être que j'aurais été un peu une hédoniste qui machin. Et finalement, il m'oblige, tu sais, à un moment donné, à avoir un fil tendu. Puis toi, je me dis, je vais aller là. Comme quand j'étais à l'école et qu'il y avait des sujets comme ça et je me disais... Je veux pouvoir le maîtriser, tu vois, machin. Et ça, j'adore. Après, il en reste 10% à l'antenne. Peu importe, parce que finalement, pour faire un lancement, j'ai dû lire beaucoup plus. Mais j'aime ça. Finalement, je suis payée pour m'ouvrir aux autres et être curieuse. C'est formidable, non ? C'est un beau métier, ouais. Si on regarde comme ça. Oui, non, oui. D'où te vient cet amour, en fait, du métier, ou cette passion du métier ? On sait qu'on réussit bien les choses... Alors, quand on a la chance de faire un métier qui passionne, c'est encore plus agréable. T'as identifié à quel moment ça remonte à tes études ou avant ? À quel moment t'as décidé de faire ce métier de journaliste ?
Franchement, je déconne pas parce que je pense vraiment à 14 ans. Tu sais, quand tu commences à dire qu'est-ce que je voudrais faire et tout ça. Et j'avais dit à mes parents, il y a 2 métiers que j'aimerais faire. C'était avocat parce que je trouvais ça noble de pouvoir défendre les gens. Puis après, j'ai un peu réfléchi. Ma mère m'avait dit, oh, mais tu sais que tu vas pas défendre que des gens qui sont machin. Tu vas aussi défendre des voyous et tout. Puis alors, je me suis dit, bon. Et puis, journaliste. Et pourquoi finalement? Parce que chaque fois, tu rentres pas par la même porte, mais dans la vie des gens. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est passionnant. En fait, c'est l'humain qui t'intéressait. En fait. C'est l'humain. Et je ne trouvais pas d'autres métiers. Alors, si j'avais été douée en médecine, j'aurais eu, bien sûr, je pense qu'un médecin, un contact avec ses patients, puis après, va faire sa spécialité, etc. Mais je pense que dans tout métier, il y a de l'humain. Mais moi, ce qui m'a intéressée, c'est que finalement, c'était pas moi qui apportais l'expertise, c'était l'autre qui m'apportait l'expertise et je rentrais dans sa vie. Et c'était à moi, de m'adapter et d'aller chercher l'autre. Alors que quand t'es médecin, on vient pour chercher le savoir, l'expertise. Moi, c'est moi qui vais aller chercher. Quand tu fais l'interview d'un économiste ou d'un machin, je te parle pas de l'homme politique, mais tu vas chercher finalement le meilleur de son savoir et t'essayes de le transmettre. Et moi, j'adore, tu vois, ou quand quelqu'un me raconte quelque chose ou quand t'as quelqu'un qui témoigne, qui a le courage, l'énergie de raconter quelque chose de sa vie. Parfois, ce sont des drames, des choses difficiles. Et que tu l'aides à exprimer les choses. Et tu vois, je me disais, quand Axel Kahn, qui est décédé récemment, on s'est posé la question en disant « Ah oui, mais est-ce que c'est notre public ? Bon, c'était un scientifique, mais c'est quand même pas machin. » Puis, c'était de savoir à quelle place on le mettait dans le journal. Et moi, j'ai dit... Moi, je milite que ce soit l'ouverture. Pourquoi ? Parce que au-delà du scientifique qu'il était, moi, ce que je retiens, c'est le dernier mois de sa vie. Parce que, comme quand on lit un livre, tu sais, on se dit, l'écrivain, il a réussi à dire ce que moi, je pensais, mais j'ai jamais réussi à verbaliser. Eh ben, je pense qu'Axel Kahn a réussi à verbaliser beaucoup de nos peurs, de nos angoisses, face à la fin de vie, face à la mort. Et finalement, il s'est fait, à travers ses mots, son soin palliatif, quelque part, en tout cas. Et je me dis, non, c'est universel. Ce qu'il a sorti, on n'est plus dans est-ce que j'ai suivi, est-ce que je suis CSP+, et donc je suis plus attirée par Axel Kahn, ou je le suis moins, c'est moins mon univers. J'ai dit non, il était dans l'universalité de l'homme. Et j'ai dit, et on le met en ouverture. Et tu vois, j'ai un peu bataillé, parce que finalement, c'était pas vraiment une évidence pour les collègues qui bossaient avec moi, parce qu'on décide toujours ensemble. Mais j'avais vraiment cette intuition que cet homme, il avait déplacé et qu'il pouvait nous parler à tous, qu'on soit jeune ou vieux. Et que non, il ne faisait pas peur parce que juste il avait mis des mots et un pansement, et j'ai trouvé que voilà, c'était formidable, et voilà, j'étais contente qu'il ait cette ouverture dans le journal. Ça veut dire aussi que tu l'expliques, il y a des réunions vous avez des réunions d'équipe, c'est quand même un gros travail d'équipe, un journal télévisé, c'est pas uniquement... Ah oui, non mais tu peux rien, le présentateur n'est rien, le journaliste qui part sur le terrain n'est rien. C'est une sorte de grande chaîne, et tout est interconnecté. Et si tu as un maillon de cette chaîne qui déconne, qui se rompt, ou tu vois, qui est un peu moins solide, tu vas fragiliser l'ensemble de l'édifice. Donc c'est vraiment ça. Et chacun a son rôle. Tu sais, quand je rentre en studio, les mecs qui sont derrière la caméra, ceux qui font la lumière, le son, en amont ceux qui vont mixer les sujets, les gérys qui vont partir pour faire leurs images, le rédacteur qui était avec eux, la script qui va rentrer, les noms des synthés des personnes. La moindre erreur de chacun d'entre nous peut arriver à un désastre collectif. Donc c'est en ça. Alors après, quand tu présentes, tu es un peu la vitrine. Donc tu fais en sorte d'avoir le dernier coup de Gex-Vitre pour qu'il n'y ait pas de traces et que ça soit le mieux possible, et tu te tiens bien droit dans la vitrine. Mais derrière la vitrine, il y a eu un stock, il y a eu du rangement, il y a eu des portants, il y a eu... Enfin, tu vois ce que je veux dire, voilà, il y a toute une organisation derrière, on se rend pas compte, mais c'est une grosse machine. Des fois, mon mari me dit, mais comment ça, on mettait autant de temps sur des élections ? Ça a l'air tout con, on a l'impression que tout se crée sous nos yeux. Oui, mais on travaille avec Ipsos Soprasteria, ils ont rentré les noms de tous les candidats. Après, il faut rentrer les données, il y a tout un process, à quel
quel moment tu les rentres, est-ce que l'estimation, à quel moment on la valide, etc. Et puis là, ça rentre, et là, c'est des shooters, mais il faut que ça soit validé, parce que tu peux pas non plus, dire n'importe quoi ou sortir les chiffres trop vite. Il faut que tout s'enchaîne bien. Enfin, c'est une grosse mécanique quand tu fais des duplex, que tu alternes entre ton shoot avec les résultats électoraux, puis tu dis que tu vas à Marseille, il faut que le tuyau à Marseille, donc c'est un chargé de prod derrière, machin. Ça a l'air con, et si l'ingénieur du son n'ouvre pas le potard, ça a l'air tout bête. Regarde, on a un micro, ça pourrait très bien. Voilà. Donc c'est cette sorte de fourmilière qui est passionnante, que j'adore, parce que là aussi, je trouve qu'il y a de l'énergie. Moi, je sais, quand j'arrive en plateau, je dis salut les mecs, parce qu'il y a souvent plus de mecs que de nanas d'ailleurs. Et puis comme pour l'instant le masculin ne l'emporte toujours sur le féminin. Bonjour les mecs, comment ça va? Un petit mot, parce que j'essaye de rester le plus longtemps possible, jusqu'avant l'antenne, connecté à la vraie vie. Parce que si tu te mets trop longtemps, il faut d'un côté te concentrer, mais si tu te mets trop longtemps en mode je me concentre, je me mets dans ma bulle, j'ai l'impression que je sens pas le journal. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien et que j'essaie de faire, des fois t'as pas trop le temps, mais à 90% je le fais, c'est vraiment d'écouter les sujets. Parce que je trouve que là, je me nourris. Je me dis, tiens, ce qu'on a lancé là, tu vois, on a fait des bons sujets, où on est allé comprendre pourquoi le taux de vaccination chez les plus de 80 ans plafonne en France, alors que les Espagnols, les Portugais, les Italiens ont bien réussi à protéger la population la plus âgée. Et c'était génial, on était dans les Yvelines, qui est un des départements les moins vaccinés. Et c'était génial, il y avait des sons vraiment, et ça m'inspire, parce que finalement, à écouter ça, tu te dis, tiens, le lendemain, elle a dit ça, tiens, mais ça pourrait être un angle aussi intéressant. Donc tu vois, tu continues à nourrir jusqu'à la fin, c'est ça qui est intéressant. Je suis bavarde, non ? Non, c'est super, c'est génial, c'est le principe, hein, c'est super, c'est génial. C'est quoi tes rituels ? Là, tu m'as dit, demain j'irai à la piscine. T'as des rituels comme ça de vie qui te permettent de supporter la charge de travail ? Parce que j'ai compris que demain, tu vas... je fais une réunion pour des racines, parce que je tourne lundi et mardi à Paris. Tu tournes les racines et les ailes lundi, mardi, et le soir, tu fais quand même le JT. Non, alors je le fais pas. Quand je tourne là les racines et les ailes, je le fais pas le soir, mais je reviens mercredi et jeudi au JT. Et ben mon rituel, c'est déjà le vendredi, soit je suis sur des racines, soit c'est entre guillemets ma journée off, donc soit c'est la journée d'écriture pour tous les coms, etc. Soit c'est ma journée aussi de break. Là, tu vois, je vais à la piscine, je sais que je vais aller à ma réunion de prod, je vais en sortir à 11h, je vais aller nager, mes 50 minutes, potentiellement aller un peu à la salle de sport. Là, moi j'adore, parce que quand tu nages, en fait, il y a de l'ennui, hein, tu sais, à un moment donné, quand tu as commencé à faire tes longueurs, mais à un moment donné, ton esprit, c'est comme quand tu cours, il y a une mécanique qui se met en place, tu sais jamais où ton esprit ira. C'est ça qui est génial. Et il y a des moments, tu te dis, j'aimerais bien m'échapper, et tu sens que tu as du mal, et puis il y a des moments, tu t'échappes. À la 3e longueur, tu es parti, et tu te rends compte que tu viens d'en faire 15 de plus, tu t'es pas rendu compte. Et ton esprit est sorti. C'est comme quand tu cours. Je cours moins en ce moment, mais... Et du coup, ça a un côté... J'aime bien cette notion, mais tu sais, c'est un peu comme mon côté scolaire, quand je te disais, je prends une matière brute et je la travaille. Il y a une forme de satisfaction d'être dans quelque chose que tu maîtrises, tu vois, où tu te dis, j'y vais. Je me fais mes 50, il y a des moments, à 40, j'ai envie juste d'arrêter, quoi. Puis des fois, j'arrête. Puis des fois, j'arrive à continuer jusqu'à 50. Tu vois, des fois, je m'arrête à 45. Mais en fait, c'est toujours non, mais c'est toujours le mental. Donc, mon rituel, oui, c'est de faire du sport quand je peux de temps en temps aller à la piscine après le JT. C'est compliqué, puis ça demande vraiment une discipline de partir tout de suite après. Mais sinon, le vendredi, samedi, dimanche, je fais du sport. Ça, c'est très, très important. Et je marche beaucoup. Mais je peux partir comme ça de chez moi et aller voir une copine, mais ça va me prendre 1h15 pour aller la voir. Et j'aime beaucoup marcher dans Paris. C'est vraiment quelque chose qui me fait un bien fou. Au début, je l'ai fait comme une sorte d'excuse en me disant il faut que j'aille marcher, faire entre guillemets du sport. Et finalement, je quittais la maison parce que ça quittait aussi la logistique, les gamins. Donc finalement, tu te trouvais. Et aujourd'hui, c'est mon mari le sait, c'est pas un échappatoire, c'est un point d'équilibre. Et voilà. Sinon, j'ai pas vraiment. J'essaye d'être dans mes heures dans la journée, de les respecter, ça me rassure. Donc je suis pas superstitieuse, mais ça me rassure parce que je sais que là, ça veut dire que là, comme je me laisse toujours une marge de manœuvre, si tu veux, donc je fais en sorte d'être le moins possible dans le stress. C'est-à-dire que si l'actu change,
Oui. Ben évidemment, il faudrait que je m'adapte. Mais sinon, je me laisse toujours une petite marge de manœuvre. Mais je suis comme ça aussi quand je prends le train. Hein, donc ça doit être de famille. Et j'ai un seul rituel qui est vraiment un gris-gris. Tous les jours, on me voit à la machine à café. Et là, c'est terrible. Parce que je prends un soda sans sucre, je ne le citerai pas, mais il est noir et rouge. Ouais. Et un paquet de madeleines dégueulasses industrielles. Il y en a 5 avec des pépites de chocolat. Ouais. Et donc, je fais ça. Ça me donne le coup de boost de 17 heures. Mais les gens en rigolent. Parce qu'ils me voient vraiment avec ce paquet que je mange. Et en même temps, sans sucre, le boost, heureusement qu'il y a les madeleines. Voilà, heureusement qu'il y a les madeleines. Mais tu sais, c'est le paquet, tu sais, c'est infâme. Ouais. Et je sais exactement ce que ça fait sur mon corps, dans ma tête, etc. Ça me donne un coup de sucre. Et voilà. Et là, et à partir tous les jours à 17h. 17h, et je sors du maquillage, 17h, 17h05, je commence à écrire. Tu sors du maquillage. Je vais me faire maquiller à 16h30. Pour être tranquille. Ça a été ma conception. Certains vont à 19h à l'antenne, d'accord ? Ouais. Enfin, au maquillage. Moi, j'ai toujours dit, ça me rassurait. Et puis, j'ai démarré dans une période où être une femme, c'était pas forcément non plus aussi facile qu'aujourd'hui. Et donc, je me suis toujours dit, je fais le maquillage, parce que ma maquillage de femme, on l'a compris, ça prend plus de temps qu'un maquillage d'homme. Et comme il n'y avait pas énormément de femmes à la présentation il y a 30 ans, j'avais toujours dit, je vais suffisamment tôt au maquillage. Comme ça, je suis comme un homme. Après, il n'y a plus rien qui pourra m'empêcher d'être à l'antenne. Et donc, j'ai toujours fait ça et j'ai gardé cette rythmique. Le rituel, c'est le maquillage, la boisson voilà, sans sucre. Sans sucre, merci, sans marque. Sans marque, sans sucre, avec les madeleines. Des bonnes madeleines pleines de sucre et de mauvaise huile de palme. Voilà, et ça te donne le coup de boost, ça te permet d'être... Et après, je suis concentrée. D'accord. Comment tu fais pour absorber toutes ces charges de travail ? Parce que au-delà du JT, les racines, il y a eu la radio. Je sais qu'il y a d'autres projets encore. Au-delà même des projets personnels. Comment tu fais pour gérer tout ça ? Où tu trouves ton énergie ? Alors, je pense sincèrement que il y a 10 ans, tu as une capacité de récupérer plus rapide. C'est plus rapide. Donc finalement, moi, j'adorais, parce que j'ai toujours aimé ça, j'aime être en surchauffe. Et puis des moments, comme je dis, je suis un plat de nouilles. C'est-à-dire, je vais me poser et je ne suis plus rien pour plus personne. Je trouve que finalement, quand tu vieillis et quand tu acquiers de l'expérience, tu acceptes peut-être un peu moins. Donc là, mon défi d'aujourd'hui, c'est de trouver le point d'équilibre entre toujours avec l'excitation, mais peut-être arrêter parfois de me mettre un peu trop de pression. Bon, ça c'est le point d'équilibre. Je sais que c'est là-dessus que je dois travailler, mais je pense comme beaucoup de femmes qui ont... les enfants sont grands maintenant, mais qui ont finalement, à cette heure-là, j'aurais été encore en train, donne-moi ton portable, va te coucher, demain, lever. Et je me rappelle, je me levais à 6h le matin, aujourd'hui je me lève à 7, je me levais à 6h, je prenais d'abord mon petit déjeuner pour bien lire la presse, puis après je les réveillais à 7h15, et machin, j'ai l'impression d'avoir déjà fait une journée de boulot avant qu'ils partent. Et aujourd'hui, finalement, je suis beaucoup plus cool. Mes enfants sont grands, j'ai finalement que moi à m'occuper. Donc ça c'est mieux aussi, mais du coup j'ai réapprécié, c'est-à-dire que comme j'ai lâché un peu de pression, je me dis quand même c'est pas mal aussi, mais je veux en garder parce que l'ennui pourrait très vite me guetter et j'ai peur de l'ennui, donc il faut que je garde suffisamment de tension tout en relâchant en pression. T'arrives à dire non aussi au projet qu'on t'amène, ou tu réfléchis à chaque fois, ou comment ça se passe pour comment tu acceptes finalement telle émission ou telle émission? Tu as fait beaucoup d'émissions. Mais j'ai accepté toujours en fonction de ce que ça pouvait m'apporter perso. Est-ce que j'avais du plaisir à faire la chose? Est-ce que c'était intéressant de la faire? Et comme disait mon mari toujours, mais t'as négocié? Non, parce que déjà, je fais quelque chose que j'aime bien. Non, mais c'est pour caricaturer. Si la question c'était de dire est-ce que c'est l'argent et en faire toujours plus? Non. Est-ce que c'est du défi personnel? Je pense qu'il y a beaucoup de défis personnels de ma part. Une volonté toujours, j'étais jamais satisfaite. Il fallait toujours que je me prouve un peu plus. Donc, quitte à aller border. Donc, c'est là aussi, puisque j'ai mis des années à me sentir ou à me croire légitime. Donc, c'est finalement, je me suis dit, il faut que je bosse. Mais est-ce que c'est pas le lot de tous les journalistes à un moment qui débutent, ou
De prendre. Tu disais, oui, non, pas ça, mais le travail sur la légitimité aujourd'hui, est-ce que tu as encore ces interrogations? Non, j'imagine que non. Non, pas sur la légitimité, parce que je me dis, bon, quand ça fait 30 ans que tu es là et qu'on t'on fait toujours confiance, c'est quelque part, tu dois remplir le job, quoi. Non, mais par contre, le doute, c'est quelque chose qui est... je sais que je dois travailler pour ne pas me laisser submerger par le doute, mais c'est là que je me dis, j'ai grandi, puisque aujourd'hui, je le dompte de mieux en mieux. J'essaie d'en faire quelque chose. C'est-à-dire, le doute me permet d'être toujours en éveil, mais je fais en sorte de ne pas être écrasée par le doute. Ouais, d'accord. La ressource, au-delà du sport, tu as d'autres choses? La littérature, le cinéma, la terre? Ouais, alors la nature, ça c'est vrai. Et on a parlé de permaculture tout à l'heure, en avant l'émission d'ailleurs. Ouais. Alors ça, c'est plutôt mon mari. Mais la nature, c'est-à-dire que je sais que j'ai besoin, notamment quand je descends là où on a un peu quelque chose dans le sud de la France, et je suis vraiment au milieu de la nature, et j'en ai besoin, c'est-à-dire que je vais partir 5 heures toute seule. J'adore sentir les limites, regarder, contempler, ne pas savoir où je vais. Donc des fois, je me perds et après, je remets un GPS parce que je suis totalement perdue, parce que en plus, j'ai aucun sens d'orientation. Mais j'aime sentir le temps passer et j'aime perdre mon temps. Et ça, par exemple, tu vois, je le peux dans la musique, dans toutes les sortes de musique. Je suis pas calée en quoi que ce soit, mais je suis très musique française. Bon, mon mari dit que c'est un peu kitsch, mais moi, j'aime la sonorité. Je suis profondément française. Alors c'est rigolo quand je dis ça, j'ai l'impression d'être une. Mais non, c'est parce que j'ai vécu quand on a vécu en Australie. C'est que je me suis dit que j'étais profondément française. Et profondément française, c'est... je sais pas, ma définition, ça serait le lien de la langue. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment... Parce que quand tu vis dans un pays étranger, moi, je trouvais que notre langue, le français, me manquait. Parce que c'est les mots, les mots t'amènent à des résonances, t'amènent à des souvenirs, c'est ta mémoire affective, ta mémoire, voilà. Donc pour moi, ça c'est le premier lien pour moi. Après, il y a des images. Tu vois, par exemple, ça me manquait atrocement de pas être à Paris. C'était pas Paris. C'est-à-dire, c'était cette lumière sur la pierre de taille, sur les immeubles haussmanniens, c'était la lumière sur les berges de la Seine. C'est des lumières. Donc finalement, c'est quoi? C'est tes souvenirs, les souvenirs qu'on a en commun parce qu'on est, et la musique française. J'ai jamais autant évidemment écouté de musique qu'en Australie, et de musique française, qu'on était entouré finalement de culture anglo-saxonne. Et moi, j'ai redécouvert Barbara, Brel, Ferré, des classiques, d'accord? Et j'ai même redécouvert Maxime Le Forestier. Il y a des chansons comme Un arbre dans la ville, des chansons qui sont magnifiques et que j'écoutais quand j'étais gamine sur mon tourne-disque. Et que j'ai fait écouter à mon fils, que j'ai récupéré les vinyles. Et mon fils connaît des chansons de Maxime Forestier par cœur. Uh-huh. Et c'est là que je me suis dit, tu vois, la chanson, pas internationale, la chanson qui est inscrite par les mots. La chanson à texte. Ça, pour moi, tu vois, ça fait vraiment partie de ma culture. Et pour toutes ces choses-là, et puis alors là, sans compter la cuisine. Parce que quand là-bas, finalement, parce qu'on n'avait pas les ingrédients de base, on ne pouvait pas faire certaines recettes, voilà, c'était compliqué de trouver tel et tel légume, etc. Donc je me dis, la cuisine est aussi un très beau liant. Et finalement,
accessible à tout le monde, parce qu'on a tous eu une grand-mère qui a fait un plat, une mère qui en a fait un autre, un déjeuner de famille partagé avec une odeur de quelque chose, avec une table dressée, l'art de la table aussi, tu vois. Et c'est là que je me dis, j'adore voyager, mais j'adore sortir de mon quotidien pour aller découvrir d'autres cultures, mais je suis profondément française, attachée à mon pays, à la musicalité de notre langue, aux images de notre langue, à notre nature, parce qu'elle n'est pas du tout la même qu'en Italie, parce que tu n'as pas le même patrimoine, parce que tu n'as pas les mêmes traditions autour. Et j'aime profondément ça. Ouais. L'émission Les Racines et les Ailes est vraiment faite pour toi, en fait. Je trouve en tout cas, mais sauf que moi, je ne fais rien personnellement par rapport à ça. Je rencontre des gens qui, eux... Formidable aussi, des gens. Ouais, qui passent leur vie à rénover un bout de moulin et à trouver le sens. Au-delà de la pierre qu'ils posent chaque jour, c'est cette sorte de... Je sais pas. Et moi, j'ai toujours été très admirative de gens comme ça. Ils pouvaient consacrer toute leur vie et donner le sens de leur vie à travers un lieu, une personne, un art. Ça leur apporte rien, mais c'est leur plénitude. Et ça, je trouve ça formidable. Comme j'admire un musicien, parce que pareil, je veux dire, sur quelques-uns qui vont très bien gagner leur vie, combien pas, mais qui vont, je veux dire, avoir le plaisir de la musicalité, d'avoir le plaisir des mots, d'avoir le plaisir d'une respiration. Et je suis très admirative de ça. D'accord. Comment tu gères... alors, revenons au plateau. Tu as animé les soirées électorales, tu en parlais tout à l'heure. Comment est-ce que tu gères la pression de ces soirées électorales que, lorsqu'on est téléspectateur, on se dit wow, comment on fait pour gérer toutes ces personnes qui viennent alors, te dire qu'ils ont tous gagné quand bien même ils ont perdu. Bon, moi franchement, alors c'est rigolo parce que je présente avec Francis Letellier qui lui est féru de politique et aime la politique. Puis moi, je dis toujours, ces discours, je sais déjà ce que la droite va dire, ce que la gauche va dire. Enfin bref. Et franchement, pour les sortir de cette zone de confort ou de combat de mots, il me dit, mais moi, ça m'amuse. Et moi, ça m'amuse pas. C'est-à-dire, c'est compliqué de les capter sur les vraies choses. Il y a que des tics de langage, il y a que des 2-3 formules. Voilà. Alors la politique m'intéresse quand elle est concrète, quand elle fait des choses, mais cette politique de machine électorale, cette politique de parti, bon voilà, on sait que c'est comme ça et malheureusement on a très peu de gens qui peuvent avancer sans avoir cette machine-là. Moi, elle m'ennuie. Bon. D'accord. Mais ça répond pas tout à fait à la question. C'est comment toi tu arrives à gérer. Oui, parce que je les mets à sa place. Ah d'accord. L'intermédiation. Quelque part, quand je te dis, finalement, je me dis c'est ce qui est vrai. Donc quelque part, je fais mon job, je me concentre, mais quelque part, peut-être pour me protéger aussi, je relativise la portée de ce grand Barnum qui ressemble aussi à un grand cirque. Et aller gérer eux, ça va aussi? Parce que tu as fait aussi des émissions pas uniquement politiques, tu as aussi fait des émissions de débat aussi. Oui, alors c'est différent. Parce que quand tu as un sachant ou quelqu'un qui a eu une expérience et qui vient la dévoiler, alors je considère mon rôle, c'est de les accompagner. C'est de transformer une parole un peu technique en quelque chose de plus accessible. Et c'est d'essayer de mettre suffisamment de confiance dans mon regard et dans ma façon d'interviewer pour que l'autre, le témoin, celui qui a vécu quelque chose, puisse le raconter et que ça soit universel pour ceux qui écoutent. Après, le politique, c'est différent. Un débat politique, c'est différent. Parce que le politique, il vient là avec un objectif. Il vient pas pour montrer ses tripes. Il vient pour être le plus beau, la plus belle des mariées au moment T, parce que ça va être bon pour les sondages le lendemain ou bon pour son élection dans 6 mois. Donc, on n'est pas du tout dans le même jeu. Et je ne me sens pas dans le même rôle. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est plus compliqué de faire un débat. C'est moi mon truc. Je préfère franchement me retrouver avec des gens qui
qui vont raconter leur histoire et essayer, ou des gens qui savent des choses et essayer de les comprendre et de les vulgariser. Ça, je trouve que là, tu vois, il y a quelque chose à aller chercher. Comme toi, tu essaies de aller chercher le meilleur, l'essentiel, ce qui va apporter quelque chose dans le débat global. Mais le débat politique, pour moi, il est tronqué. D'accord. Tu vois ? Comment c'est la question que je voulais te poser, c'est quel conseil, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui aimerait, et puis j'en ai une autre juste derrière, qui aimerait faire le métier que tu fais aujourd'hui ? Alors, des conseils, je sais pas. Je dirais déjà, ça dépend quel âge il a, mais s'il a la chance d'aller tout simplement toquer au journal du coin, mais ça peut être... Mais parce que toi, tu as commencé quand même en région. En région, et j'ai commencé notamment à 16 ans en toquant à la porte du Républicain Lorrain chez moi en Lorraine. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ça qui m'a conforté, parce que j'ai vu, pourtant, tu vois, j'ai dû écrire 3 mots, regarder beaucoup, écouter beaucoup, voilà. Mais en tout cas... Je trouve que ça peut... Les stages, dans ce sens, on accueille beaucoup de stagiaires d'ailleurs de 3e. J'en prends pas beaucoup quand des amis ou des personnes me demandent. J'en prends 2 par an, mais j'en occupe bien. Mais j'en prends pas plus que 2 par an. Parce que c'est pour les prendre et les laisser dans un coin, il y a aucun intérêt. Par contre, je les prends, je les amène, je fais en sorte qu'ils puissent partir en reportage, qu'ils puissent être là. Je leur dis, tu vois, j'écris comme ça parce que comme si, voilà, tu vois, c'est ça. Et là, lui, et voilà. J'essaye à peu près, évidemment, sur 5 jours, c'est compliqué. Tu peux pas passer 8 heures par jour avec le gamin, mais je fais en sorte, en tout cas, de lui donner 2-3 clés ou 2-3 portes ouvertes pour qu'il puisse se dire ah oui, ça me plaît. Oui, et donc tu t'en occupes bien et il y a tu t'as pas pensé d'ailleurs à toi-même à transmettre aller en école de journalisme, on t'a peut-être déjà sollicité même écrire un livre. J'y ai pensé, mais c'est pas encore le moment parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On va dire que le moment de la transmission n'est pas là. Même si transmission il y a au sein de la boîte aujourd'hui, moi je vois il y a notamment un petit jeune, il a 23 ans, il pourrait avoir l'âge de ma fille, c'est un môme que j'adore, qui a un potentiel incroyable. La transmission, elle peut se faire à l'intérieur de la boîte aussi. Le môme est rentré en alternance et il a grandi, il a un vrai talent, tu vois. Et ça, c'est chouette d'accompagner des jeunes. D'accord. Ok. Et comment tu expliques ta longévité ? Parce que je me suis attachée à la chaise et je ne peux plus me virer. Non, je veux dire, je m'entends, on va pas refaire tout l'historique, mais tu communiques peu. T'es pas sur les réseaux sociaux, autant le dire. Pas du tout. Voilà, tu m'as même avoué... C'est un exploit que je sois sur un podcast. Oui. Oh, c'est jamais que le deuxième. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais t'es pas sur les réseaux sociaux, tu communiques assez peu. T'es pas mondaine, on peut pas dire, on te voit pas dans Voici Gala, nanana. Comment t'expliques ça ? Ou est-ce que est-ce que ça ne serait pas parce que justement tu n'as pas fonctionné, on va dire dans... Oui, je comprends. Je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, j'ai fait un vrai choix de fidélité au service public. Donc, à partir de là, déjà, tu es cohérent. Ouais. Hein, tu passes pas de l'un à l'autre. Ça, c'est vrai. Donc, j'essaye d'être cohérente dans ce que je fais. On va dire que j'essaye de me comporter bien avec les gens. Donc, il y a des gens qui sont parfois mal comportés avec moi. Mais j'essaye d'être bien respectueux. Donc, aussi... Je pense que quand tu es bien respectueux, y a une forme de retour aussi globalement. Parce que j'ai toujours beaucoup bossé, donc je pense que le travail, ça c'est une valeur, en tout cas, j'y crois. Et je pense, c'était Michel Drucker qui m'avait toujours dit, tu sais Carole, on peut monter très haut et descendre très vite dans ce métier. Donc l'essentiel, c'est de durer. Donc j'ai toujours pris ça comme machin. Chaque année passée, c'est un modèle dans le genre. Voilà, d'hyper longévité, mais il avait raison. Et donc je me disais, chaque année passée est une légitimité supplémentaire acquise. Et donc voilà. Après, peut-être que j'ai jamais intrigué, donc je suis pas allée tout en haut. Il y a bien plus haut que moi, mais finalement,
j'ai jamais quitté non plus je suis jamais allée dans les constellations. J'ai essayé de rester sur Terre. Et donc, du coup, dans une rédaction, au sein d'un groupe, voilà, j'essaie de rester à ce niveau-là et j'ai pas essayé d'aller plus haut que... Voilà. Pourtant, assez rapidement, tu as eu des distinctions, tu as eu un 7 d'or, tu as été, je crois aussi, reconnue femme en or. En fait, c'est ce qu'on me dit. On me dit que je suis atypique, parce que déjà, d'être partie en Australie, tout le monde me dit, mais c'est dingue, on s'est dit, mais cette nana, elle est couillue, elle part à 30 ans en Australie... Quand elle va revenir, elle n'aura plus rien. Ah oui. Et finalement, c'est ce côté un peu atypique où à un moment donné, j'ai dit je veux plus être Joker de David Pujadas parce que à un moment donné, ça mangeait ma vie de famille. Et finalement, on s'est dit elle n'a pas une ambition débordante, mais c'est quelqu'un de fiable. Voilà. Voilà. Donc je pense que c'était un peu ça. Donc j'ai fait d'ombre à personne, mais j'ai fait mon chemin. Ouais. Ok. Ce qui fait aussi que tu as à la fois la reconnaissance et de la profession et du public. Mais doute. Finalement, oui. Et tu sais ce que je te disais, la cohérence. C'est-à-dire, j'ai choisi le service public et pourtant, à un moment donné, vraiment, j'avais une proposition sur un groupe privé très fort où j'aurais pu... potentiellement exploser, mais aussi j'aurais pu très bien exploser en vol. Donc voilà. Mais je suis restée sur une voie et voilà, j'ai jamais voulu m'exposer. Donc quelque part cette constance, voilà, il y a de la constance, du travail et juste du réalisme. D'accord. Est-ce que tu as eu dans ta vie lu des ouvrages fondateurs ou des choses qui t'ont aidé aussi parce que forcément, quand on gère une carrière avec la pression qui est la pression médiatique, ça doit pas être simple tout le temps. Comment tu as fait, comment tu as cheminé pour supporter toute cette pression en fait? Non, c'est pas des livres fondateurs, c'est plutôt des gens qui ont été fondateurs pour moi. Donc ça a été quand je suis arrivée à Paris, Henri Sagnier qui a été mon mentor pendant des années et je lui dois énormément. Puis ça a été Paul Naon d'Envoyé spécial qui a été aussi pas un coach, mais un mentor. C'est-à-dire, des fois, il me secouait, il me disait, ça, c'est pas bon, mais quelqu'un. Donc, en fait, non, c'était des gens de confiance. J'ai toujours essayé de trouver autour de moi, au moins, un regard bienveillant et de confiance. D'accord. Et j'ai toujours eu la chance de trouver, à un moment donné, à chaque étape de mon parcours, et c'était... ces personnes-là qui étaient mes référents et qui m'aidaient à tenir, à gérer les choses, etc. Ouais. Ça voudrait dire aussi, on transpose à la vie de nos auditeurs, dans les moments difficiles ou dans les moments d'essayer toujours de chercher quelqu'un qui soit une référence ou des points d'appui, en fait. Des points d'appui. Et je pense qu'on en a tous besoin. Tu sais, les livres, on a tous acheté à un moment donné des livres pour avoir la recette de comment mieux ci, comment mieux ça. Enfin, tu vois, j'en ai acheté sans doute comme tout le monde. Puis on en reçoit beaucoup au bureau. C'est là que je peux te dire qu'il y en a de toutes les sauces. mais finalement... Non, tu peux, tu sais, c'est un peu comme quand pendant des décennies, on a dit, voilà, il fallait lire le bouquin de Laurence Pernoud pour savoir comment gérer un enfant. Oui. Non, il y a rien de mieux que parler à ta copine, parler à ta mère, à ta grand-mère, etc. Ce que je veux dire, c'est quand je te parlais de transmission, quand je te parlais d'échange, je pense que mon socle, c'est vraiment ça. Et au sein du bureau et de la rédaction, c'est vraiment l'échange. Et je pense qu'il est fondamental. Et j'essaye d'apporter ça d'ailleurs, quand je te dis qu'il y a des jeunes qui ont 22, 23 ans, j'essaie de leur apporter ça et d'être finalement ce qu'on m'a permis d'avoir quand j'avais leur âge. Ça me rappelle l'épisode avec Jean-Pierre Henry qu'on a enregistré il y a quelque temps, qui était pilote de chasse, qui dit qu'ils ont évité un crash au-dessus de l'Afghanistan grâce à une discussion au bar de l'escadrille. Il dit en fait, on apprend des tas de choses, des tas de procédures, etc. Mais d'apprendre d'un collègue comment il avait géré la panne là au moment où il l'a eu nous a sauvé sans doute la vie. Et c'est exactement donc, ça en fait. C'est l'échange. L'échange et donc la transmission, le lien et la transmission. Ouais. Et ça, je crois que c'est fondamental, si tu veux. C'est ce qu'on disait au tout début. Ouais. C'est super les écoles de journalisme, la meilleure des écoles de business, etc. Ouais. Le reste se fait sur le terrain. Il faut en manger. Ouais. Et ça, je crois, et savoir s'appuyer
sur les bonnes personnes qui vont pas forcément, je disais, complaisantes avec toi, mais qui vont être bienveillantes avec toi et qui vont te permettre d'avancer. Moi, ça a toujours été mon moteur. C'est une belle image. On va arriver au terme de l'émission. J'ai quelques questions rituelles. La première, c'est quel livre, si tu en avais qu'un, je reviens quand même sur les livres, je regrette, quel serait le livre, si tu en avais qu'un à choisir, que tu choisirais? Eh ben, celui qui m'a permis d'avoir sans doute une conscience de ce que j'étais, ou en tout cas, et de ce que les mots pouvaient donner. J'avais 15 ans et mon prof de français m'a dit bon, je vois un peu comment tu es, hyper sensible, etc. Milan Kundera, qui n'était pas le grand Milan Kundera qu'on connaît aujourd'hui, c'était en 84, 83. L'insoutenable légèreté de l'être. Et à partir de là, j'ai lu tous ces bouquins, mais plusieurs fois. Et pour moi, tu sais, quand on disait, je ne sais plus à quel propos, ah oui, Axel Kahn, sur sa fin de vie, et en disant, mais finalement, lui, il mettait des mots sur ce que chacun d'entre nous ressent par rapport à la finitude, etc. Eh ben, Milan Kundera avait mis des mots sur des choses qu'adolescente, à 15 ans, tu pressens, mais tu n'arrives pas à formuler, ou si tu le formules, c'est dans ton mal-être d'adolescent. Et Kundera avait posé à travers ses différents personnages et toute leur complexité et les noirceurs parfois de l'esprit, avait posé finalement énormément de choses que j'avais dans la tête et m'avait permis de cheminer. Et pour moi, ça a toujours été, j'ai toujours rêvé, il est toujours en vie, c'est un personnage incroyable, et puis son histoire personnelle aussi, d'exilé. Voilà, pour moi ça a été, et je me rappelle du nom de mon prof de français, Kédou, mais je me souviens très bien de son visage, machin, et de ses mots, et il m'a offert ce livre. Et ça a été pour moi une révélation de... Voilà, de mettre des mots sur ce qu'on ne sait pas verbaliser soi-même. Ouais, c'est chouette. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant, quelle personne me recommanderais-tu d'inviter à ce micro pour une prochaine émission? Écoute, déjà, bon, on va rester chez les Lorrains parce que tu es Lorrain. Bon, certes, t'es Meurthe-et-Mosellan et je suis mosellane, mais nous sommes Lorrains. Écoute, il y a plusieurs personnes. Il faut un homme, une femme. Allez, vu l'heure tardive, tu veux, je ne veux pas t'embêter. Écoute, eh bien, je te propose d'appeler prochainement, et je le ferai et je suis sûre qu'il dira oui. Laurent Lajoie, qui est un homme formidable. J'étais babysitter de son fils, et il se trouve qu'on s'est recroisés, qui est un grand chef d'entreprise messin, mais surtout un grand aventurier, un grand humaniste. Il a traversé l'Atlantique en montgolfière. Il est incroyable. Il a traversé le Pacifique. Il a fait de la voile aussi. Il a traversé de l'Atlantique. C'est un bonhomme d'une incroyable humanité que je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment un homme qui, malgré les charges, il a entre guillemets hérité d'une grosse société, et toujours resté libre d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Tu t'imagines traverser l'Atlantique en montgolfière? Faut le faire. C'est intéressant parce que j'aurai bientôt Stéphane Brognard à ce micro qui lui l'a traversé à la rame. Donc je vais avoir deux atlantistes. Exactement. Et ben Laurent Lajoie sera un des prochains sur Invité d'Humain. D'accord, super, merci Carole. Et bien, tu as le mot de la fin, c'est la tradition. Ah oui, c'est open bar, comme on dit. Open bar, oui. C'est open bar. Eh bien, écoute, déjà un mot pour toi, parce que je trouve que c'est un espace de liberté. Tu me disais que finalement les podcasts c'était un peu les radios libres d'avant. Je suis tout à fait d'accord, parce que là on est là à une table face à face ou presque, et avec deux micros, c'est très léger. Et finalement c'est finalement la simplicité d'une rencontre et d'un échange. Voilà, tes podcasts, c'est un peu ça, c'est la simplicité d'une rencontre et d'un échange, et tout le monde peut en avoir. Merci beaucoup, Carole. Merci. Du temps que tu as consacré. Merci aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Je serais ravi de vous retrouver lors d'un prochain épisode.
Merci infiniment parce que l'heure est tardive, c'est après un journal, voilà, et c'est très sympa d'avoir accordé 1 heure de ton temps aux auditeurs de Humain. Et merci à tous, à très bientôt. Au revoir Carole. Merci beaucoup, salut Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Good other thing.